résultat, voilà la réponse la plus simple qu'on peut donner à son action au Congo depuis pratiquement plus de 10 ans. Si au terme de tous les rapports, écoutez, j'ai rencontré un haut fonctionnaire des Nations Unies en Afrique, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec le Rwanda et tout ce qui se passe à l'est du Congo? Il y a quelques années, vous étiez mobilisé pour attaquer l'Irak lorsque l'Irak avait envahi le Koweït. On a décidé de faire la peau à Saddam Hussein à ce moment-là. Qu'est-ce qui justifie la générosité avec laquelle vous accueillez le Rwanda, etc. Il me dit, monsieur Nana, les choses sont très simples. Quand vous voyez que notre propre institution se moque éperdument des rapports de nos propres experts, il y a là de quoi nous inquiéter. Donc ce qui est en cause aujourd'hui, c'est les minerais, c'est l'argent. Il n'y a que ça qui peut rendre les gens aussi aveugles et presque aussi irrationnel. Donc, si on enlève ce paramètre-là, je ne pense pas que le Conseil de sécurité est truffé d'imbéciles. Je ne crois pas non plus que l'ensemble des pays européens, y compris le Canada, qui a quand même, écoutez, le Canada a perdu ses compatriotes dans l'affaire du Rwanda. Le père Pina et le père Simard ont été assassinés par les rebelles Tutsis. Mais le Canada s'intéresse d'extrader les Hutus. Et pas de demander la vérité sur l'assassinat de ses propres compatriotes. On est en pleine irrationalité si on se réfère à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'attitude des différentes juridictions de ces pays par rapport à une entreprise très importante. Donc, en dehors de l'argent et en dehors des minerais, je ne vois pas ce qui peut rendre les gens presque aussi stupides, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Pour ce qui concerne le soutien des Français aux Hutus, écoutez, c'est dommage que le président Mitterrand ait été atteint d'un cancer de la prostate et qu'il en soit mort. Je dis c'est regrettable parce que je ne suis pas sûr que la configuration aurait été celle-là. Le but de l'opération turquoise, contrairement à la campagne féroce et virulente qui a été faite, était d'empêcher que ce qui se passe aujourd'hui se passe. C'était la vision que Mitterrand avait de cette situation. Il était convaincu que dès lors où les rebelles Tutsis prenaient le pouvoir à Kigali, le Congo allait être exposé et que toute l'action de déstabilisation qui était derrière cette opération allait être mise à exécution. Et le président Mitterrand ne voulait pas de ça. On a considéré à l'époque que c'est parce qu'il voulait soutenir le maréchal Mobutu. On a dit qu'il soutenait le dictateur Habyarimana. C'était ces arguments qui ont été utilisés et le canal par lequel on était passé, c'était le canal des mouvements de gauche et d'extrême gauche, traditionnellement hostiles à l'impérialisme, au colonialisme. Mais ce que j'ai remarqué de façon étonnante, c'est que certains d'entre vous lisent le monde diplomatique, qui se proclament anti-américains, contre l'impérialisme des États-Unis. Pas une seule fois, vous avez lu un article ou des articles critiques sur l'action et le rôle du FPR dans la région des Grands Lacs. Mieux que cela, l'une des personnes les plus attitrées à parler de la crise des Grands Lacs dans ce dossier, Colette Bachmann. Colette Bachmann qui est réputée être pro-Tutsi. Comment voulez-vous... Donc, si vous voulez, le management qui a été fait par les soutiens américains et britanniques du FPR ont su par quel canal efficace toucher l'opinion et comment l'opinion allait relayer avec une efficacité redoutable la version qui était la leur. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des militants de gauche et d'extrême gauche qui soutiennent la politique américaine sans s'en rendre compte dans le dossier du Rwanda et des Grands Lacs. C'est effarant, mais c'est bien fait.
moi j'ai toujours du respect pour un travail bien fait, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas toujours le cas pour eux d'ailleurs. Alors, la comparaison des leaders africains, pour revenir en fait à la comparaison que moi j'ai notée, c'est le dossier de la Côte d'Ivoire et du Congo. Ça, c'est très intéressant. Je me souviens que lorsque je faisais la conférence en Suisse sur le dossier de la Côte d'Ivoire, mais les Congolais m'ont posé la question de savoir, mais au fait, c'est quoi l'histoire de M. Ouattara? Je leur ai dit que Ouattara, c'est Joseph Kabila sans les diplômes. Et finalement, quand vous regardez le scénario, il est le même. On a diabolisé M. Laurent Gbagbo en disant qu'il avait des escadrons de la mort, il était en train de... C'est de la même façon que M. Abiyarimana avait été diabolisé. Et au moment de remplacer M. Gbagbo, on a commencé par prendre des sanctions contre lui, en nous disant d'ailleurs qu'on a essayé de geler ses avoirs aux États-Unis, en Europe, mais quelques années après, M. Gbagbo n'a même pas une chambre de bonne à Paris ou à Washington. Mais où sont ces avoirs-là? Jusqu'à ce jour, on ne parle pas d'ailleurs. La Cour pénale internationale, qui n'a pas la réputation d'avoir la sympathie pour M. Gbagbo, a déclaré elle-même qu'il était indigent. Donc, mais par contre, beaucoup de gens ont retenu, peu de gens ont entendu qu'il était indigent, et tout le monde a retenu qu'on avait gelé ses avoirs et personne n'est revenu dessus pour nous dire quels étaient ses avoirs. Et donc, si vous voulez, la comparaison est extraordinaire parce que pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qu'on ne voulait plus voir, on est allé chercher quelqu'un qui était un étranger et on est venu imposer à la tête du pays en faisant comprendre que, eh bien, il y avait eu un problème avec les élections. Et c'est de la même manière qu'après avoir organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on est allé chercher quelqu'un dont on savait pertinemment qu'il était étranger et on l'a installé à la tête du Congo. Et je disais qu'à Ottawa, effectivement, les Congolais ont eu tort de se taire au moment où les choses étaient en train de se passer, parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu soulever le problème des origines. Le secret de l'instruction. Okay. Donc, Kagame et ses soutiens ont essayé de orienter l'enquête du juge, et puis surtout, ils ont organisé une campagne massive dans tous les médias français pour essayer de se disculper. Parce que, admettons d'ailleurs que le rapport balistique avait un point de vue différent, mais on ne peut pas résumer toute l'enquête sur l'attentat au rapport acoustique, au rapport balistique. Il y a des témoins. Le garde du corps de Paul Kagame m'a avoué, il a participé à la réunion qui a organisé l'attentat. Il y a plusieurs autres témoins importants qui ont déposé devant la justice française, attestant que M. Paul Kagame a abattu la ville. Le patron des renseignements, des services de renseignement, M. Kayumba Yamwaza, qui a failli être assassiné en Afrique du Sud, a confirmé également que M. Kagame est l'organisateur de l'attentat. Donc, il y a dans ses propres rangs beaucoup de témoignages concordants et très documentés qui confirment que c'est lui qui a pris l'initiative. Question à M. Nana avant que nous puissions mettre fin à notre entrevue. Pensez-vous que le phénomène congolais guette également d'autres pays d'Afrique? Si la réponse est oui, où alors? Mais la réponse est malheureusement oui. Parce qu'avant le Congo, on a dépassé le Soudan. Aux yeux et au vu de tout le monde. Et les gens ne se sont pas sentis concernés. Mais lorsque la tragédie du Darfour avait commencé, les médias du monde entier disaient que ce qui s'est passé au Darfour était inacceptable, il y avait un génocide contre les Noirs et qu'on voulait finalement que le Sud-Soudan soit divisé pour que, du Nord-Soudan pour que le Sud-Soudan puisse se développer. Mais je disais que cet argument était fallacieux.
Au moment où je le disais, mais les gens disaient non, mais M. Nana ne comprend pas que vous allez au Soudan. J'ai vu ce qui se passe là-bas et j'ai compris que ce qui se passe là-bas est loin de la vérité. Et surtout, j'ai compris que les ambitions énergétiques des grandes puissances au Soudan, puisque la Chine est rentrée dans le jeu du pétrole soudanais lorsque le président al-Bashir s'est retrouvé asphyxié par les sanctions de l'ONU qui avaient mis, surtout des États-Unis, qui avaient quasiment mis le Soudan sur le banc des pays qui soutiennent le terrorisme international, eh bien le président al-Bashir s'est tourné vers la Chine.